J'ai discuté hier avec une énergéticienne, qui s'appelle Marguerite, je crois, et elle me disait que les gens ne venaient pas la voir pour savoir ce qui allait leur arriver, mais plutôt pour arriver à faire ce qu'ils voulaient, si on peut dire. Alors, nous avons là deux cas de figure intéressants, deux types de demandes de consultation, de traitement assez distinctes apparemment. L'une qui considère que les choses nous arrivent de l'extérieur, si on peut dire, que sont les astres correspondent à ce qui nous attend quelque part. Et donc il faut nous y préparer. Et l'autre qui met davantage l'accent sur notre potentiel, avoir le plus de chances de notre côté pour affronter l'existence. Voilà en quelque sorte les deux grands axes du marketing divinatoire. Alors, il y a une petite guerre entre ces deux écoles, ces deux sensibilités. L'école énergéticienne se voit reprocher par les astrologues de faire de la magie blanche, de faire des prières, de faire des incantations, de porter des amulettes, etc., pour avoir plus de chances de réussite. Et l'autre école nous dit simplement, je pense notamment à Roger Eke et son ACB, qu'il faut choisir le bon moment pour faire les choses. Et que même dans une période relativement négative, on peut trouver de façon très pointue des moments favorables. C'est ce qu'on appelle l'astrologie horaire par certains côtés. Est-ce que les astres sont favorables? Est-ce qu'on peut les avoir de notre côté? Et bon, ceux qui sont énergéticiens et ceux qui fréquentent les énergéticiens n'ont pas beaucoup de confiance dans ce genre de science qui permettrait de prévoir ce qui va se passer. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, l'école énergéticienne ne pense pas que l'avenir soit écrit de façon indélébile. Autrement dit, vont cohabiter ces deux sensibilités dans le milieu astrologique, dans le milieu divinatoire, plus largement. Vous savez que notre chaîne Téléprovidence couvre l'ensemble de ce spectre, les deux sensibilités dont je viens de parler, ce que j'appelle quelque part la subconscience, justement, c'est le sous-titre de notre chaîne. La subconscience, c'est-à-dire à la fois les forces que nous avons en nous, qu'il faut développer, et les configurations astrales qui sont là, qui agissent en nous de façon également subconsciente, si on peut dire. En ce qui me concerne, le point commun entre tous ces pratiques, c'est l'accent mis sur l'individu. On veut agir sur la personne, sur ce qui attend cette personne en particulier. Et moi, en ce qui me concerne, ce n'est pas cette dimension individuelle qui m'intéresse en astrologie. C'est la dimension collective. C'est le rapport au collectif. Même un individu très original, très chercheur, très créateur, il a une dialectique avec le collectif de toute façon.
tout leader a une dialectique avec le collectif, une dialectique qui peut être plus ou moins harmonieuse ou dissonante, pour reprendre l'expression des astrologues quand ils parlent des aspects. Mais, malgré tout, c'est cette relation entre l'individu créateur au sens de Rudyard, pas n'importe qui. Tout le monde n'est pas un individu qui va rivaliser et qui va défier le monde. Cette dialectique-là qui m'intéresse, avec d'un côté le peuple, dans son collectif, dans son automatisme collectif, et de l'autre, le créateur, le leader, le pionnier, le précurseur. C'est cette astrologie qui m'intéresse, et qui n'est pas liée au thème natal, mais qui est liée tout simplement au fait que certains individus sont portés par les cycles mondiaux. Et en ce sens-là, l'astrologie mondiale fait toute sa place à l'astrologie individuelle, si ce n'est que l'astrologie individuelle, au regard de l'astrologie mondiale, c'est celle des individus les plus marquants, les plus remarquables, les plus capables de dialoguer, en tout cas de se confronter avec le collectif.